Donc le premier volet a lieu aujourd'hui au cabinet Lignon-Lebray, et il y en aura d'autres sur d'autres sujets. J'ai la chance et le plaisir d'être accompagnée par la société Coesio, que je vais peut-être laisser se présenter, et je vous présenterai le cabinet Lignon-Lebray. Alors, le groupe Coesio, c'est une structure qui s'appelle la Coesio Corporate, à laquelle nous appartenons, qui s'adresse aux ETI et grands comptes français et leurs filiales internationales, mais essentiellement français, et qui traite donc donc qui pèse 360 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus d'un quart de chiffre d'affaires, donc c'est très structurant pour le groupe. C'est 5700 clients, 33 agences en France. On est à peu près proche de tous nos clients, où qu'ils soient dans le pays. 730 salariés et nous sommes propriétaires. Nous avons 7 data centers en notre nom sur lesquels nous savons héberger les données de nos clients avec des niveaux de sécurité les plus élevés. Donc là, vous avez les 33 agences en France, ce qui permet d'avoir une granularité, parce que l'informatique, c'est un métier de proximité, c'est un métier de confiance. Donc ça peut se traiter à distance, ça peut se traiter par des réunions, mais il faut être capable d'aller voir le client pour discuter, d'être proche. Il y a du support de proximité, dans certains cas, notamment pour le poste de travail, le support utilisateur. Et donc, la capacité du groupe, c'est d'avoir une capacité d'adresser au plus proche des clients avec des temps d'intervention et des garanties des SLA. Très schématiquement, l'entité corporate adresse tous les sujets d'infrastructure, de l'environnement utilisateur, le poste de travail, sous toutes ses formes. Les sujets d'infrastructure, ce que j'appelle en appui, ce soit on-premise ou hébergé dans nos data centers ou dans ceux du client, avec ça peut être des infrastructures dédiées ou mutualisées. Tous les sujets de sécurité et tous les services managés. Services managés, c'est le support, le maintien en condition opérationnelle de l'environnement, du poste de travail, de l'infrastructure et toute la sécurité associée. Donc pour me présenter aussi à mon tour, donc Florent Drouin, je fais partie de la société Coesio également. Et donc moi j'ai 2 rôles chez Coesio, un rôle d'avant-vente et un rôle également de développement commercial autour de Microsoft principalement. Voilà, donc il y a Clément également qui m'accompagne, qui a rejoint mon équipe en juillet 2024. Santé. On démarre sur la présentation de qu'est-ce que l'IA et à quoi ça sert. Absolument. Bon. Et ben, je vous laisse la parole, Nico. Alors, parfait. On avait pensé qu'on se mettrait debout. Oui. Juste pour information, vous naviguerez dans la salle pour les photos, vous inquiétez pas, on cible bien juste les speakers. Voilà. Est-ce que, en étant debout, vous m'entendez toujours? Oui, oui. Oui, ça. Oui, on entend bien. On entend bien. C'est pour moi. J'étais pour les gens en visio. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Bon, c'est un terme qui est assez à la mode en ce moment, qui est peut-être un petit peu galvanisé. C'est pour remettre un petit peu les concepts en place. L'IA, c'est un domaine de l'informatique qui permet aux machines de simuler l'intelligence humaine. Ce sont des machines qui peuvent être entraînées à reconnaître des objets, à comprendre et interpréter des langues, ou encore à prendre des décisions, effectuer des tâches qui nécessitent un certain degré d'autonomie. Cette notion a été introduite il y a déjà bien longtemps, il y a déjà plus de 70 ans, par Alan Turing, qui a proposé le test de Turing, et est arrivé dans les années 50, en 56, le terme intelligence artificielle, introduit par le chercheur John McCarthy, avec peut-être cette nuance qu'on n'a pas forcément. Le terme intelligence artificielle en anglais, artificial intelligence, ne veut pas dire intelligence au sens... pardon. Ah, bonjour. Bonjour Barbara. Le terme intelligence qui veut dire la capacité de raisonnement, mais la connaissance, dans le sens anglo-saxon du terme. Habituellement, on distingue plusieurs types d'IA, d'intelligence artificielle,
à commencer par les IA faibles et les IA fortes. Les IA faibles, ce sont des IA qui ont vocation à faire des tâches restreintes et répétitives, simples en tout cas, telles que de la reconnaissance d'image ou encore des systèmes de recommandation ou encore des jeux. Les premiers exemples d'IA faibles sont apparus dans les années 90 avec, pour commencer, le jeu des échecs où Kasparov s'est fait battre par une IA. Puis le jeu de Go également, ou encore le jeu Jeopardy, vous connaissez peut-être, qui est un jeu américain où on donne une réponse et il faut deviner la question. Et à ce jeu-là, l'IA était imbattable. Mais ce sont des IA qui ne sont pas, qui n'ont rien d'intelligent, ce sont des tâches très spécifiques avec une incapacité à mettre en œuvre d'autres actions, d'autres tâches. Donc à côté de ces IA faibles est apparu ce qu'on appelle les IA fortes ou les IA à usage général ou Artificial General Intelligence, qui contrairement aux IA spécialisées ont une capacité de traitement omnicanal. C'est pour ça qu'on parle de ChatGPT 4o, parce qu'il vient de récupérer plusieurs sources de données en les traitant avec une capacité d'avoir des tâches cognitives humaines qui donnent une impression d'autonomie, une impression qui n'est évidemment qu'une illusion. Donc à côté de ces IA faibles et fortes, on a différents systèmes pour entraîner des IA, soit par des IA qu'on appelle déterministes, et c'est le cas des années 90, parce que des travaux assez importants ont été menés sur ces IA, mais qui n'ont pas abouti parce que les résultats étaient peu satisfaisants. Sur une IA déterministe qui prend l'ensemble des décisions de manière prévisible avec des règles strictes et des instructions, les résultats, parce qu'on ne pouvait pas prévoir l'ensemble des cas, étaient à chaque fois assez décevants. Et on est arrivé au système du machine learning avec des IA probabilistes, avec pour caractéristique de prendre des décisions en tenant compte d'une certaine incertitude, et ce, sur la base d'une probabilité. Bonjour Ludovic. Bonjour. Et on est sur donc des IA ce qu'on appelle stochastiques, c'est-à-dire avec une capacité d'erreur, puisque c'est de la statistique qui vient dicter un résultat. Alors comment est-ce que le règlement vous savez que le règlement sur l'intelligence artificielle a été adopté, il est en vigueur depuis le 1er août, avec un temps d'implémentation assez long sur les 3 années à venir. Mais il a été adopté, donc il est en vigueur, et il définit, la Commission européenne a eu pour volonté d'être cohérent avec les différentes définitions des intelligences artificielles déjà publiées dans le reste du monde. Et on est arrivé à ce compromis de définition d'un système d'IA comme un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie et qui peut faire preuve d'une capacité d'adaptation après son déploiement et qui a pour objectif explicite ou implicite de déduire à partir d'entrées qu'il reçoit la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations, des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels. Donc ça, c'est l'article 3.1 du règlement IA qui le définit. Avec ce considérant numéro 12 qui rappelle qu'une caractéristique essentielle de l'IA, c'est sa capacité d'inférence. Et cette capacité d'inférence concerne le processus qui consiste à générer des sorties, telles que prédictions, conclusions, recommandations, décisions, qui peuvent influencer l'environnement physique ou virtuel et la capacité des systèmes d'IA à inférer des modèles ou des algorithmes, ou les deux, à partir d'entrées de données. Donc on voit qu'est-ce que c'est finalement qu'une IA, comment est-ce qu'on arrive à différencier, et c'est la question qu'on se pose toujours, une intelligence artificielle d'un simple arbre de décision qui est en fait l'ancêtre de l'intelligence artificielle. Si je vais sur tel chemin, je prends tel chemin. Eh bien, pour différencier IA et arbre de décision, c'est ce degré d'autonomie qu'on prend en compte et cette capacité d'inférence. Et pour distinguer IA et algorithme,
ce que dit la Commission européenne, c'est que ce sont deux termes qui sont assez proches, mais les algorithmes sont des outils mathématiques utilisés chaque jour avec en entrée des données auxquelles est appliquée une formule mathématique qui produit en sortie un résultat visé, alors que l'IA est une catégorie particulière d'algorithmes qui repose sur une approche statistique consistant à identifier automatiquement les paramètres pertinents pour réaliser une tâche et non à les définir de manière explicite. D'où cette problématique qu'on a avec les IA, notamment de boîte noire. Elle va être en capacité nécessairement d'expliquer le résultat qui est obtenu du fait de l'entraînement, notamment sur la base de machine learning. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on doit comprendre ou en tout cas entendre par la notion d'intelligence artificielle. Si maintenant on regarde effectivement quels sont les bénéfices de l'IA, on va retrouver ici quelques exemples d'applications de l'intelligence artificielle générative. Effectivement, alors, il y en a d'autres, mais globalement, effectivement, on va retrouver des capacités de synthèse, d'échange. On va être capable de synthétiser automatiquement des discussions, générer des comptes rendus de réunion, par exemple, de manière automatique. On va être également capable de faire de la traduction en langage naturel, aujourd'hui principalement à l'écrit. Vous avez peut-être entendu qu'il y a de nouvelles annonces qui ont été faites notamment par certains éditeurs comme Microsoft, que d'ici la fin de l'année, on va avoir cette capacité à interagir en direct avec des interlocuteurs qui ne parlent pas la même langue, en vocal, au travers d'une réunion Teams, par exemple. On a également des fonctionnalités, des bénéfices autour de l'analyse de documents, de la comparaison, de la recherche. Je reviendrai sur la recherche après, puisqu'on a un modèle un peu différent de recherche de ce que l'on peut trouver habituellement. On va retrouver également tout ce qui va toucher autour de la génération de contenu, donc de la création automatique de texte. On va parler aujourd'hui du recrutement et je ferai une démonstration tout à l'heure de qu'est-ce qu'on peut générer comme contenu. Ça peut être aussi de l'image, de la vidéo également. Et puis, pour revenir sur cette notion de recherche, effectivement, on va faire de la recherche sémantique, c'est-à-dire que quand vous recherchez aujourd'hui via un moteur de recherche sur Google ou autre, c'est principalement basé sur du mot-clé. Là où quand on va rechercher des informations à partir d'un moteur d'intelligence artificielle, on va être capable on va avoir une compréhension du contexte qui va nous permettre d'avoir un résultat beaucoup plus précis par rapport à l'information qu'on recherchait au départ. Et puis, on va être capable d'automatiser un certain nombre de tâches, des processus. Concrètement, quel va être le bénéfice pour chacun? C'est de permettre à chacun de disposer dans sa poche ou dans son quotidien d'un assistant, finalement. Qui va être capable de travailler 24 sur 24, 7 jours sur 7, et voilà, vous assister, de prendre en charge éventuellement les tâches sur lesquelles on a peu de valeur ajoutée, pour que vous, êtres humains, puissions nous concentrer sur les tâches sur lesquelles nous avons cette réelle valeur ajoutée à apporter. Et maintenant, on regarde les enjeux qui sont liés à l'IA. Effectivement, il y a des évolutions qui sont très rapides. Ça progresse à une vitesse phénoménale. Alors, effectivement, ça existe depuis de nombreuses années. Ça fait, je pense, maintenant, je dirais, 3 ans, 4 ans qu'on en entend parler beaucoup plus. Et ça révolutionne certains domaines, certains secteurs, comme la santé. Voilà, aujourd'hui, on va être capable d'analyser beaucoup plus profondément des radios, par exemple, pour déterminer une potentielle maladie. Ça révolutionne des secteurs comme la finance, l'éducation également, et pourquoi pas demain le secteur du DRH. Ça promet également de belles opportunités pour améliorer la productivité de nos collaborateurs, mais également nous permettre de résoudre des problèmes complexes, d'aller au-delà de nos capacités, des capacités humaines. Attention, par contre, il y a des dangers, bien entendu, et Philippe vous parlera tout à l'heure des risques. Philippe et Maître Dufour vous parleront des risques autour de l'IA, et donc il y a notamment des risques de biais, de menaces pour la vie privée, pour la sécurité. Par contre, ce qui est important, c'est de s'y intéresser dès maintenant. C'est quand même un sujet d'avenir, je pense. Il faut s'y intéresser et s'y préparer.
Voilà concrètement ce que je peux vous dire sur les bénéfices et les enjeux. Je te laisse la main, Philippe. Merci. En préambule, tu n'étais pas là, j'avais présenté le groupe que nous appartenons, Cohesio Corporate Technology. Façon très synthétique, notre métier, c'est l'infrastructure et tout l'environnement d'infrastructure de l'utilisateur jusqu'au système d'infrastructure on-premise ou en cloud avec les services managés et toute la sécurité qui entoure. De fait, en tant que prestataire généraliste, mais avec des niveaux d'expertise, nous avons été sollicités sur des sujets d'IA. Et nous avons travaillé, souvent en collaboration avec des partenaires, sur ces sujets-là pour des clients. Alors, ce qu'il faut, le premier point, que tu connais déjà, c'est un sujet c'est un sujet très exigeant. Et en fait, sur lequel notre expérience nous a permis de définir, de façon non exhaustive, 4 natures de risques et 4 étapes principales qu'il faut aborder. Et les deux font miroir. Les 4, alors, dans le deuxième temps, nous allons détailler les étapes parce que notre expérience nous a permis de définir comme point d'attention particulier. Les 4 natures de risque, elles sont économiques, parce que comme tout projet, un projet d'IA a une ambition et des objectifs, et ce qui n'est pas chiffré n'existe pas, donc il y a des objectifs en termes de développement. Globalement, il y en a 2 grandes natures. Une IA qui va permettre de vendre plus, de vendre mieux, de vendre à d'autres clients, de vendre plus aux mêmes clients, de vendre plus de valeur, ou une IA qui va permettre d'améliorer des process opérationnels d'entreprise, de faire plus vite, de faire moins cher, de faire différemment, ou de développer de nouvelles solutions qui elles-mêmes après devront se vendre. Mais globalement, ce qui est important, ce qui est incontournable, ce qui fera que le projet échouera si ce n'est pas fait, il faut savoir ce que l'on veut faire d'une IA. Parce qu'on aborde des clients qui leur disent qu'est-ce que vous faites en IA? Si eux-mêmes ne le savent pas, voilà, le point de départ, c'est pourquoi je veux une IA. Et ça, on ne peut pas l'imaginer à la place du client. Voilà, c'est pourquoi faire. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Donc, les 4 natures de risque doivent être économiques parce qu'un projet, aujourd'hui, il y a quand même une absence ou un manque de recul sur ce sujet-là. Donc, la définition des ROI peut s'avérer complexe parce qu'il y a besoin de travailler le sujet et de s'approprier par quelques expériences qu'on peut créer dans un environnement qui partirait de zéro. Il y a des risques techniques parce que les technologies sont très éphémères sur ces sujets. Et un mauvais choix initial d'une technologie qui deviendrait caduque remettrait en question tout le projet ou la pérennité et donc aussi économiquement le sujet. Il y a des risques juridiques parce que ça engage l'entreprise dans de nouveaux champs et qu'ils ne peuvent pas être ignorés. Et tout ce qui concerne la communication, parce que c'est un sujet qui crée beaucoup de fantasmes, que ce soit en interne ou en externe. Il peut y avoir des réticences, c'est un fameux frein en changement. Il peut y avoir des questions, il peut y avoir des interrogations, il peut y avoir des blocages. Il y a des groupes d'influence externes qui vont vouloir se mêler de l'histoire. Et il faut préparer cela, il faut communiquer autant en interne qu'en externe pour éviter des situations anticipées, même si ça peut être. Globalement, les 4 points qu'on va développer en termes d'étapes, c'est la partie base de données, c'est la première étape. Elle peut représenter c'est la préparation de la donnée, parce que l'IA, c'est quoi? C'est de la donnée que vous injectez dans un système qui va générer vos champs de solutions, générer de nouvelles données, de nouvelles idées, de nouveaux moyens, apporter une valeur ajoutée. Il y a 2 types de données, celles que vous avez et celles que vous allez chercher à l'extérieur. S'il n'y a pas de données, il n'y a pas de d'IA. Et ce qui va créer de la valeur pour l'entreprise, c'est la donnée qui vous est propre. Parce que si vous allez chercher de la donnée uniquement en ouvert, vous n'avez pas de valeur ajoutée par rapport à vos concurrents, qui prendront peut-être le même système d'IA. Donc, c'est votre donnée qui va créer une différence par rapport aux concurrents. Et donc, le travail sur la donnée, c'est la première brique. Et ça peut représenter jusqu'à 80% du budget. Parce que cette donnée, il faut qu'elle soit adaptée, préparée, calibrée, structurée. L'entraînement, c'est la deuxième brique, je passe les détails techniques, c'est vous allez injecter l'intelligence artificielle, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle, comme Maître Dufour l'a expliqué.
c'est ce qui va demander la puissance de calcul. Toutes les entreprises n'ont pas forcément la puissance de calcul nécessaire. Donc, il faut appréhender ce sujet-là, parce qu'il va peut-être falloir appel à de la ressource externe sur un temps limité, et c'est une étape importante qui va coûter de l'argent. La puissance de calcul, ça coûte cher. Et c'est notre métier. Les itérations, donc là, vous rentrez dans le tuning, dans l'affinage, vous allez injecter de nouvelles données, vous allez ouvrir peut-être le système, l'adapter. Les métiers vont rentrer dans la danse, parce que là, ils vont commencer à donner leur avis par rapport à l'objectif. Et l'incertitude sur cette phase-là, c'est le temps. Parce qu'on sait ce qu'on cherche, mais on rentre dans une zone d'affinage et le temps nécessaire pour trouver le bon équilibre peut être complexe. Le dernier point, c'est la mise en production, lancer le projet de façon opérationnelle, de façon commerciale, de façon industrielle. Il y a 4 points, il faut surveiller, c'est-à-dire est-ce que les résultats sont en attente par rapport à l'objectif initial. Il faut former et communiquer, parce que c'est un moment critique. Il faut que le management soit impliqué à tous les niveaux de l'entreprise. C'est eux qui vont porter le message et évangéliser pour déminer les problèmes internes. Et les derniers points, c'est qu'il faut être transparent à tous les niveaux, du début à la fin, en interne et en externe, parce que ça évite les fantasmes, ça évite les messages négatifs ou les communications parasites ou les restes. Et là, est-ce que je peux être... Oui, pardon, c'est celui-là. Là, on va rentrer dans les mesures de régression. Ce qui est intéressant là, dans cette méthodologie, c'est de voir point à point, au regard de ce qu'a présenté Philippe tout à l'heure, sur les bases de données, la sélection de la donnée, sur la méthode d'entraînement, sur l'itération, sur la mise en production, point à point, quelles sont les étapes ou les points d'attention à respecter. Et c'est ces 26 mesures de précaution, c'est pas neutre, qui va structurer, c'est votre colonne vertébrale de votre projet IA, qui ressemble beaucoup à un projet informatique. Ceux qui sont familiers avec les projets informatiques, ils voient des ressemblances, mais ces ressemblances ont cette spécificité IA qui tourne, comme on l'a dit, autour de la qualité de la donnée, mais aussi il y a un autre aspect qui est extrêmement compliqué à gérer d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue juridique, c'est que le système d'IA, par nature, a vocation à évoluer, à apprendre, à muter, à grandir. Et soit c'est comme un enfant, soit il grandit bien, soit il grandit mal. Ça dépend comment on l'éduque, quelles sont les règles qu'on lui a données. Et si on a trop... c'est vraiment les mêmes aspects. C'est-à-dire si les bases de constitution qui ont été données sont peut-être trop strictes, les résultats attendus ne seront pas satisfaisants. Si c'est trop lâche, ça sera décevant. Si c'est mal cadré, mal surveillé, ça partira peut-être dans un sens qui n'était pas souhaité. Donc cette analogie-là, elle n'est pas complètement fantaisiste, elle est assez parlante, je pense, à tout à chacun. Et donc pour redonner la parole à Philippe, on a ces 26 mesures de précaution en tout cas à ce stade, qu'on a identifiées, mais peut-être qu'ils seront enrichis au fur et à mesure de nos expériences, chacun de notre côté, mais déjà qui constituent, il nous semble, une bonne base. C'est une feuille de route, en gros, qui sont issues de nos expériences, des projets que l'on a conduits, des échanges que l'on fait avec nos partenaires, de remontées de clients. Ça structure une démarche. Et l'idée, c'est nous avons approprié dans notre démarche ces 26 points. Nous les partageons avec nos clients. Nous sommes capables d'en traiter un certain nombre en collaboration. Mais ils ne seront pas tous présents dans tous les projets. Mais de près ou de loin, il faut les connaître. Et je vais garder la métaphore de l'éducation, parce que, évidemment, le projet IA, en fonction de son éducation, il peut moins évoluer, mais il a un ADN. Bon, et son ADN, c'est la donnée. Si la donnée... Alors, je vais faire attention à ce que je dis. Si la donnée a été mal préparée, le projet IA naît mal. Donc, il y a 4 mesures sur cette partie-là. Préparer un RAG. Alors, le RAG, c'est quoi? Vous avez votre donnée chez vous. Vous allez positionner cette donnée dans ce qu'on appelle un RAG. C'est une sorte de silo dans laquelle la donnée que vous voulez traiter, et je rejoins la nécessité de définir un objectif, c'est l'objectif qui va définir les données que vous allez mettre dans le RAG. Si vous travaillez sur la production, les données clients ne sont pas nécessairement
obligatoire au départ. Si vous travaillez sur le développement commercial, est-ce que la nature des machines sur lesquelles vous faites de la prod, c'est à définir. Mais le RAG, c'est la première étape. Je me permets d'intervenir, d'où l'intérêt au moment de la production déjà d'avoir toujours en tête son projet IA et de sensibiliser ses équipes sur ce projet IA. C'est-à-dire qu'à chaque production qui est faite, il faut garder en mémoire le fait que ce livrable qui va être fourni va peut-être être un contenu satisfaisant ou utile à un entraînement ou pas. Il y a déjà un premier tri qui peut être effectué sur cette base-là. De connaissances, on peut faire déjà une marmite en quelque sorte, ou un espace qui sera dédié à des informations utiles à un sujet, à un métier qui seront brutes. On peut aussi y coupler des mises en œuvre sur un sujet donné, avec un livrable qui est satisfaisant et qui servira de modèle d'entraînement à son IA. Ce qui n'est pas pertinent ou ce qui n'est peut-être pas bien abouti ou bien réfléchi, on le mettra de côté. Pour éviter, là aussi, les images sont parlantes, on parle de data lake, on parle de lac de données. Gardons cette image, elle est intéressante. Si on a un lac pur et bien alimenté et entretenu, le résultat sera de qualité. S'il est marécageux, s'il est mal structuré, s'il n'y a pas de données entrantes, eh bien, il risque d'être un peu vaseux. Et un des risques que nous avons vu précédemment est le risque économique, qui est que de ne pas atteindre les ROI ou les objectifs financiers du projet, peut être compensé pour une première étape par une définition de périmètre contrôlé, de façon à pouvoir garder la main sur chaque étape. Partir trop large peut enterrer le projet dès le départ. Donc, définition de RAG, entraînement sur des données pertinentes, bon, ça fait écho au premier, mais au-delà de la sélection de la donnée, il faut faire attention à certaines natures de données qui peuvent être soumises à des droits d'auteur ou à des données personnelles. Et là, quand on fait le choix d'un LLM, on peut aussi, le LLM lui-même a été entraîné. Donc ça, c'est plus une garantie peut-être contractuelle qu'on peut tenter d'obtenir avec le redimensionnement qu'on connaît en la matière, parce que ce sont des garanties qui seront très difficiles à obtenir, mais on n'est pas naïf, on sait que ces LLM ont été entraînés depuis 10 ans sur des données qui ont été scrappées, sur tout ce qui est disponible sur le web, et donc protégé par du droit d'auteur, et en prenant peut-être des données personnelles. Mais on verra dans la partie fine-tuning comment essayer de juguler ça sur des modèles de constitution qu'on peut ensuite arriver à paramétrer sur un LLM donné, sur une base donnée, pour éviter ce type d'écueil. Il est important, il est nécessaire dans cette étape-là de respecter les politiques d'accès aux données. Les données principales à partir desquelles vous allez sélectionner votre RAG ont des droits d'accès. Il ne faut pas que ces droits d'accès soient ignorés lorsque vous allez les mettre dans le RAG et que la personne qui va traiter les données dans le cadre du projet d'IA ait accès à des données auxquelles il n'a nativement pas accès. Les feuilles de salaire, des données de santé, par exemple. Et il faut donc protéger de fait toutes les données sensibles et personnelles. Une fois que cette étape est faite, donc, je vous rappelle, ça peut représenter jusqu'à 50% du job de projet. Parce que si les données ne sont pas structurées, il va falloir travailler, rechercher la donnée, sélectionner, les structurer. Elles peuvent être dématérialisées, elles peuvent être éparses dans plusieurs sujets. Et les rassembler, c'est une étape qui prend énormément de temps. Et qui peut être couplée avec des données d'extérieur. D'ailleurs, oui, de l'intérieur et de l'extérieur, on peut tout imaginer et avoir une donnée encore plus augmentée, partir d'une donnée brute légifrance et puis l'augmenter avec des contenus personnels pour avoir une solution encore plus pertinente. Lors de l'entraînement, la première étape, c'est de choisir un LLM, parce que par rapport à votre objectif et à l'enjeu que vous portez, il y en a certains LLM seront plus ou moins adaptés. Dans les risques techniques, je vous parlais de technologies qui pouvaient être plus ou moins éphémères. Lorsqu'on manque d'expérience sur ce sujet, le choix d'un partenaire, le choix du partenaire est une des clés du succès. Parce qu'il va vous faire bénéficier d'une expérience, de retour d'expérience, il va vous faire bénéficier d'expertise il va les projeter dans votre propre projet, pouvoir vous éviter certains écueils. Et donc, le choix de la donnée et le choix du LLM sont des briques stratégiques dans la pérennité et l'atteinte de vos objectifs. Il faut durcir les paramètres de génération. Alors,
sans rentrer dans le détail, la génération de l'IA va générer de la donnée qui peuvent être paramétrées. Par exemple, ce qu'on appelle la température, c'est le degré de créativité. Je vais te donner un exemple. C'est la température. À 0, vous allez poser 100 fois la même, dans le cas d'un assistant, vous allez poser 100 fois la même question avec une température à 0, vous allez faire 100 fois la même réponse. Si vous êtes avec une température de 1, c'est-à-dire l'opposé à la créativité maximale, vous allez poser 100 fois la même question. Il va répondre 100 fois le même fond, mais la forme va tout le temps changer. Je ne sais pas si j'ai été clair. La température, c'est la créativité de l'IA. La définition du master prompt, donc c'est le master d'origine qui doit être, testé et validé de façon, c'est très technique, mais c'est ce qui va définir le socle de votre projet. Et la verbosité, c'est en fait la quantité de données extérieures qu'il va aller rechercher, qui va avoir un impact sur la durée ou la quantité de réponses qu'il va générer. Et tout ça, ce sont des indicateurs qu'il faut moduler en termes de créativité, en fonction du master et en fonction de la quantité de données qu'il va aller rechercher pour obtenir le résultat que vous attendez. Pour avoir un résultat parfait mais qui va être trop long ou trop court qui va générer de la frustration. Et tout ça, ce sont des éléments en fait, qui se maîtrisent et qui s'adaptent. Pour faire une petite aparté, par exemple, là, dans une entreprise, on va avoir des paramétrages qui vont être différents en fonction des services. Un service marketing va vouloir une température chaude, plutôt de la verbosité, et puis un master prompt pas trop défini. Dans un service juridique, au contraire, on va avoir une température très froide, on va avoir une verbosité aussi réduite que possible, on ne veut pas de blabla, on veut de l'efficace, et avec des master prompts très définis en disant, voilà, je veux un contrat avec tac, 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 tac. Et il va nous générer un contrat tac, 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 tac. Il faut se protéger des prompt injection. Alors, très rapidement, c'est de la sécurité. Si vous posez une question, c'est en fait, l'outil va éliminer une partie du prompt en injection pour éviter que des prompts malicieux viennent parasiter l'outil. Par exemple, il y a des gens qui vont tenter d'injecter des chaînes de caractères pour casser l'outil. Et c'est une chaîne de caractères très précise. Si vous posez une question, OK Google, quel temps fait-il demain? Si vous enlevez un caractère sur 10, vous changez, Google va comprendre. Par contre, le prompt malicieux, si vous enlevez un caractère sur 10, il est plus malicieux. Donc en fait, en éliminant, en retraitant les prompts que vous injectez dans votre IA, vous pouvez monter le niveau de sécurité en éliminant certaines attaques par ce qu'on appelle des prompt injection. C'est une espèce de firewall, quoi, en fait. Une espèce de firewall qui a déjà identifié des IA qui visent à récupérer de l'information, qui est confidentielle, qui a contourné en tout cas le système, et les paramètres de génération qui ont pu être définis. Pour rendre votre modèle furtif, alors tout simplement, votre IA, elle va être positionnée dans une infrastructure. Si vous connaissez l'informatique, elle va être forcément positionnée. Il ne faut pas que ce système soit atteignable. Alors, c'est une question de droit, mais en fait, c'est même pire que ça. Il faut qu'il soit invisible. C'est des sujets sensibles, c'est des sujets critiques, ce sont des sujets qui portent des enjeux très forts. Le système doit être rendu furtif, et là, c'est une expertise métier à part entière. Il faut respecter, alors je ne m'étendrai pas parce que c'est un vrai sujet, Maître Dufour sera traité, c'est respecter tous les sujets, notamment du droit RGPD, sur le traitement de nos données et les risques de détournement qui sont associés. Après l'entraînement, la technique. C'est bon. L'itération, donc on rentre dans le tuning. Donc, une fois, quand vous êtes là, votre projet est déjà bien avancé. Mais la complexité va devenir de plus en plus sensible. Vous avez contrôlé la donnée que vous mettez, vous la mise dans un data lake, et vous avez réussi à faire votre entraînement. Et le but d'une itération, c'est d'augmenter le niveau de la donnée, pour voir comment le système se développe. Il faut évidemment que chaque nouvelle donnée que vous allez entrer dans votre système IA ait le même niveau de fiabilité, de qualité de données et de sécurité que la donnée d'origine. Ça paraît évident, mais il faut le dire. Il faut mettre en place
On peut mettre en place un système d'IA constitutionnel, déjà pour une structure plus avancée. En fait, c'est une IA qui va contrôler votre propre IA. Ça, c'est rigolo avec les bots. Vous mettez une IA constitutionnelle pour un bot que vous mettez en ligne. Vous avez un bot derrière qui va contrôler ce que dit le bot en front. Non, mais tu ne peux pas dire ça. Non, tu arrêtes. Et si vous lisez les résumés des conversations des bots en coulisses, c'est très amusant. Il y a des bagarres. Hein. Limiter évidemment les accès aux seules personnes autorisées. Appliquer ce qu'on appelle dans le jargon le zéro trust, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune confiance implicite. C'est de la sécurité, c'est de l'infrastructure, c'est de l'informatique, c'est du conseil, mais les droits auxquels ont accès même les plus hautes personnes dans le service, dans l'environnement de votre entreprise, ne sont pas ceux auxquels ils auront forcément droit dans votre IA. Et donc, la logique, c'est que personne n'a droit à rien, sauf si je lui donne. Transformer le prompt d'entrée, alors c'est doublant ce que je dis tout à l'heure, pour réduire donc on est dans l'itération, donc on monte le niveau de. Alors on n'est plus dans la réduction, on est dans la modification du prompt d'entrée, toujours pour éviter les risques d'attaque, ce qu'on appelait les prompts texte prompt. Lancer des offensives red team sur le modèle. Votre modèle commence à tourner. Vous allez solliciter des experts externes, surtout qui ne connaissent rien à votre, mais qui vont se comporter comme des pirates. C'est-à-dire, en gros, c'est cassez-moi tout pour voir ce qui se passera le jour où vraiment vous allez prendre une attaque sur votre IA. Ils vont tester tous les usages, même ceux auxquels vous ne voulez pas penser, pour voir comment elle va se comporter. Est-ce qu'il peut y avoir des détournements de votre solution auxquels vous n'avez pas envisagé. Protéger la fonction sauvegarde du modèle. Vous avez un environnement d'intelligence artificielle et vous la sauvegardez comme toute fonction informatique dans votre entreprise. Vous pouvez protéger votre système d'intelligence artificielle, mais si la sauvegarde n'a pas un niveau de sécurité équivalent au système principal, c'est le point de faiblesse. Il faut savoir que la sauvegarde, c'est la première cible des cyberattaques. Quand vous prenez une cyberattaque, la première chose que cherche l'attaquant, c'est la sauvegarde. C'est la dernière ligne de défense. Il faut que le niveau de sauvegarde ait le même niveau de sécurité, de confidentialité et d'étanchéité que votre système d'IA. Ce qui devrait déjà nativement de base avoir. Assurer d'avoir des fonctions mémoire hermétique, c'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur, j'utilise une IA dans mon environnement, je ne dois pas avoir accès aux résultats de mon collègue. Mes données, mes infos, ceux auxquels j'ai droit, même si c'est les mêmes droits que mon collègue, les deux doivent être complètement, avoir un niveau d'hermétique adapté et décidé. Et là aussi, il y a des paramétrages qu'on peut mettre en place. On peut très bien prendre la mémoire en compte, ce qui permet à l'IA de continuer à apprendre en fonction de votre personnalité, de vos besoins, mais prévoir que ce n'est pas le cas, que toutes les questions ou les antérieures ne sont pas gardées en mémoire. C'est aussi une stratégie d'entreprise. Appliquer les principes de confidentialité différentielle. Lorsque, dans certains cas, je vais avoir des données qui sont trop sensibles dans le cadre de l'itération, je ne vais pas injecter la donnée pure, je vais utiliser de la statistique de la donnée. Par exemple, lorsque j'ai besoin d'utiliser des données de salaire pour traiter des sujets RH, mais les équipes qui travaillent sur l'itération, je ne veux pas qu'elles accèdent à cette donnée, donc je vais travailler sur la statistique de salaire. C'est-à-dire que même si la personne va accéder à une donnée, il n'aura pas le salaire des tranches ou des populations, il aura des statistiques. Donc ça met un niveau d'opacité par rapport au sujet, tout en gardant l'esprit de la fonction itération, c'est-à-dire affiner mon système par rapport à des résultats que j'ai déjà obtenus. Dernier point, c'est implanter le chiffrement homomorphe. Ne me demandez pas de vous expliquer, c'est le plus haut niveau de chiffrement qui existe aujourd'hui dans le monde. Il est tellement puissant que quasiment toute entreprise peut le mettre en place, mais ça sera le système de chiffrement de l'avenir pour les systèmes d'IA, parce que c'est le plus haut niveau de perfectionnement. La problématique de ce système, c'est la puissance de calcul. Donc on revient sur l'infrastructure, mais il existe d'autres solutions de chiffrement qui doivent être implémentées à ce niveau-là pour que les données ou les résultats de certaines données, même s'ils venaient à être exploités par des personnes, ou si des personnes qui n'y avaient pas accès, de par les droits, ne pourraient pas traiter ou analyser ou extraire la donnée
la donnée chiffrée, c'est la donnée qui est inexploitable. L'intérêt, c'est de travailler sur de la donnée chiffrée et pas avoir à déchiffrer la donnée pour la travailler. Donc, ça implique des systèmes de calcul plus incapables de l'expliquer. Mais pour certains traitements qui sont extrêmement sensibles, ça ne va pas s'appliquer à tous les traitements. Tout n'est pas hyper confidentiel, sensible ou à protéger. Là aussi, il y a de l'analyse à faire, d'où l'intérêt du travail en amont de la donnée qui va, là, c'est l'analogie du produit frais. Vous n'allez pas avoir la même protection avec votre caviar qu'avec vos pommes de terre ou une ressource ou de la viande que vous n'allez pas mélanger avec du lait, par exemple. Voilà. Donc, c'est tous ces aspects-là qui vont donner lieu à des traitements spécifiques et pour certains les plus riches, en tout cas les plus chers à l'entreprise, mettre en place des systèmes de protection du plus haut niveau. Vous avez sélectionné la donnée, vous avez fait lancer le projet, vous l'avez affiné, c'est un succès, vous avez respecté les délais, vous avez respecté les budgets, vous avez respecté toutes les contraintes, et vous le lancez en production. La direction est contente, mais c'est là que vous rentrez dans le plus complexe. Il peut être nécessaire dans la mesure. Aujourd'hui, chaque recommandation n'est pas forcément nécessaire. Elle dépend des tailles d'entreprise, de l'organisation. Mais à ce niveau-là, quand même, les Anglais appellent le reinforcement learning from human feedback. En gros, c'est une supervision humaine. La machine, elle ne fait que ce qu'on lui dit, mais elle va peut-être faire des choses elle ne fera pas ce que je n'ai pas dit, mais elle fera peut-être des choses que je n'avais pas prévues. Donc, un contrôle de supervision à 4 yeux est recommandé, en tout cas, dans les premières étapes de la mise en production. Mais il faut quand même créer un collège de supervision, parce que le dispositif va évoluer. Si c'est un succès, la direction va vouloir le développer. Et il faut prendre des personnes qui ont eu les mains dès le départ dans le dossier et qui vont être capables de remonter le retour d'expérience pour prévenir. Je veux le développer comme ça. Attention, il y a des points qu'il faut anticiper. C'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes solutions. C'est un appel à une nouvelle donnée. On peut pas injecter cette donnée parce que c'est pas prévu pour. Donc, c'est ce retour d'expérience qu'il faut mettre en place pour garder la main sur le pilotage et rester dans ce qui est l'objectif initial. C'est toujours le ROI. Suivez les vulnérabilités applicatives. Alors, on pourra en parler des heures. C'est votre IA, elle repose sur l'infrastructure, parce qu'il y a quand même des machines qui tournent derrière, et ces machines, elles ont des systèmes d'exploitation. Une faille de système d'exploitation, c'est toute l'IA qui peut tomber, avec des conséquences. Si c'est une IA critique, derrière, il peut y avoir des conséquences. Donc, l'implémentation de mise à jour, c'est nécessaire, mais ça doit être testé. Il faut les faire dans des environnements à part pour voir comment elles fonctionnent, etc., dans la mesure du possible. Et c'est un point critique une fois que le système fonctionne. Et c'est aussi un centre de coût, parce que si vous avez mis ça dans un système d'exploitation, qu'il y a un nouveau système d'exploitation qui sort, contraint, forcé, ça n'a pas été testé, on repart quasiment de zéro. Il faut refaire tout un environnement de tests et d'entraînement. Mettre en place des détections de tentatives malicieuses, alors ça c'est plutôt réservé pour les processus critiques, ça peut être l'IA qui contrôle l'IA, ça coûte cher, et c'est à réserver à des sujets très particuliers. Chiffrer les données, tout à l'heure on parlait de chiffrage dans la partie itération, c'est chiffrer l'environnement. Après on peut chiffrer les données et les résultats les plus critiques pour les utilisateurs sur leur poste de travail, dans des environnements plus personnalisés. C'est un poste de travail, si vous avez des données sur votre poste, il faut que le poste soit chiffré. Si on vole le poste, on peut voler les données et les exploiter. Ces données-là doivent avoir un chiffrage spécifique. Veillez à... Alors, on rentre après dans l'environnement moins technique. Il faut, vous le disiez dès le départ, le risque de communication. Il faut former et informer. Il faut qu'il y ait des évangélisateurs, des personnes qui portent les messages, qui les diffusent, qui les infusent dans l'entreprise, qui soient les personnes qui vont convaincre. Quand ça part d'en haut, c'est bien, mais à un moment donné, il faut des relais dans les utilisateurs. Il faut sensibiliser et former les utilisateurs aux usages et aux risques. Aucun projet d'IA ne fonctionne s'il n'y a pas le niveau de formation adapté. Le meilleur des outils ne peut pas fonctionner si on ne sait pas s'en servir.
Et après, il y a toutes les parties administratives et juridiques, notamment faire signer des chartes d'utilisation pour tous les employés, tous les utilisateurs, et mettre les niveaux d'alerte sur les outils lorsqu'ils sont diffusés à l'extérieur. Il y a 26 points. Ce sont 26 points auxquels notre structure, nos experts ont été confrontés, qu'on a traités avec soit en interne, soit avec des collaborateurs, soit avec des partenaires. Mais ce sont, si vous avez un projet d'IA, 26 points que vous devrez traiter de près ou de loin. Et ça, en termes de timeline, on va dire, même si c'est très vaste, approximativement, oui. Et ça varie bien sûr du projet à un autre. Moi, j'allais traiter 2. Ok. Pas moins d'1 an pour le plus petit. D'accord. Et attention, c'est ma faible expérience. Merci. Après, j'ai envie de dire, Einstein disait que la seule chose qu'on ne peut pas réduire, c'est acheter, c'est le temps. Après, après on raisonne en temps homme. Oui. Si vous faites 1 an avec 10 temps homme, il faudra 6 mois. Alors, pas forcément 6 mois avec 20, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprimer. 1 heure de réunion avec un interlocuteur, c'est pas parce que vous mettez 2 interlocuteurs que ça va aller plus vite. Mais on peut réduire certaines zones, on peut se concentrer, mais tout dépend vraiment de l'objectif que vous voulez. Et d'où la nécessité au départ, ça c'est une vraie retour-expérience, il faut se concentrer sur un objectif bien sélectionné, réalisable. Ce qui tue le projet, c'est la fatigue, c'est se dire on a vu trop grand, c'est trop compliqué, c'est d'arriver dans une impasse. Il faut que la première étape, on appelle ça dans le commerce des quick wins. Il faut embarquer la direction et qu'elle se dise oui, ça a fonctionné, on va y croire. Et après, derrière, vendre le bénéfice. Si le premier projet échoue, c'est mort. Globalement, effectivement, il y a aujourd'hui des solutions qui sont standards du marché, qui vont permettre d'arriver à certains buts, et on a également la possibilité de développer notre propre solution. Si on regarde un petit peu et de manière très macro les différences entre les deux, concrètement, dès lors qu'on va utiliser un environnement qu'on va vouloir complètement personnaliser, on va donc s'appuyer, on va réaliser un développement autour de notre, on va réaliser le développement de notre outil d'intelligence artificielle, et donc effectivement, on va être capable de s'adapter très précisément aux besoins, forcément beaucoup plus précisément qu'avec une solution tierce comme Copilot par exemple, comme un Gemini. Il y en a d'autres, des solutions sur le marché, qui sont, on va dire, des IA génératifs généralistes, parce que finalement Copilot ou Gemini, ou comme on peut le faire avec du chat GPT également, c'est des solutions qui sont très généralistes et qui ne répondent pas à des cas d'usage forcément très précis, comme celui de Carrefour par exemple, qui a développé, si certains font leurs courses chez Carrefour, vous avez un petit assistant maintenant qui vous permet de faire vos courses à votre place. Vous lui dites que vous voulez réaliser un repas pour tant de personnes sur la base de tel thème mexicain, par exemple, il va vous fournir la recette et il va également vous ajouter l'ensemble des aliments qui sont nécessaires pour faire votre recette dans le panier. Ça nécessite effectivement du développement. Et donc, ce type de projet, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, ça nécessite un certain nombre de ressources, de mesures, et au-delà des ressources qui sont nécessaires pour la phase de développement, il y a effectivement de la maintenance derrière qui est nécessaire. Également, il faut préparer sa donnée, là où lorsqu'on est sur une solution comme un Copilot, comme un ChatGPT, comme un Gemini, qui sont des standards du marché, c'est déjà entraîné finalement sur un grand nombre de données. Par contre, on est sur ces solutions standards dépendant des politiques des éditeurs, forcément, en termes de sécurité, en termes de confidentialité et sécurité également. Sécurité, de conformité et de confidentialité. Par exemple, une solution comme Copilot, Gemini, ChatGPT, on va être capable de l'utiliser pour faire de la recherche d'informations juridiques dans le cadre de la rédaction de contrat de travail ou de la résolution de litiges avec un collaborateur, par exemple. Ce qui est important, c'est de retenir, c'est que les cas d'usage vont être différents selon les problématiques que l'on souhaite résoudre au sein d'une organisation ou au sein d'un service, éventuellement.
Je vais vous faire une petite démonstration. Alors, on va être sur quelque chose d'assez simple. Moi, je vais vous faire la démonstration avec Copilot for Microsoft 365 qui va me permettre d'aller effectivement générer du contenu, notamment de faire de l'analyse, par exemple, de CV. Pour identifier quel serait le potentiel meilleur candidat. Et si on regarde quel est le workflow de recrutement, alors, il y a certainement des étapes intermédiaires qui pourraient être prises en compte, mais on va partir dans un premier temps de la création d'une description de poste, puis ensuite, à partir de cette description de poste, on a reçu des candidatures et donc notre objectif va être de dénicher très rapidement quels vont être les meilleurs talents dans ces candidatures reçues. Puis ensuite, on va planifier l'entretien ou le pré-entretien. Là, ça pourrait être, pourquoi pas, effectivement, l'utilisation d'un bot qui va être capable de faire passer un pré-entretien, on en reparlera un petit peu plus tard, à notre candidat. Puis ensuite, on va conduire l'entretien et on va rédiger une lettre d'offre, puis un livret d'accueil. Finalement, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, avec des technologies standards du marché, on est capable de faire ces différentes étapes. Vous voyez que sur le point 1, on est avec un outil qui s'appelle Copilot dans Word. Puis le point 2, on va utiliser l'outil Copilot au global qui va nous permettre de faire cette analyse. Copilot dans Outlook va nous permettre de pré-planifier l'entretien, enfin de planifier l'entretien. Si on veut, par contre, faire passer un pré-entretien à un bot, là, ça va nécessiter tout de suite une phase de développement d'un petit agent. Et donc, il va falloir préparer de la donnée pour qu'il soit adapté, enfin qu'il sache effectivement identifier quels vont être les critères on va dire D'adéquation. Ouais, c'est ça, d'adéquation du profil avec votre offre. Et puis, on va ensuite effectivement conduire l'entretien. Et donc, à l'issue de cet entretien, il y a notamment l'étape de rédaction d'un compte rendu. On va voir qu'avec Copilot dans Teams, on va être capable donc de générer ce compte rendu. Sur la rédaction de la lettre d'offre, encore une fois, on est sur de la génération de contenu et donc on va être capable d'utiliser Copilot dans Word. Et puis, on a le même principe côté PowerPoint pour générer plutôt un livret d'accueil avec au-delà du contenu texte, de l'image, par exemple, de la vidéo, si on le souhaite. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça peut fonctionner. Si je veux effectivement créer une fiche descriptive dans un Word, par exemple, je vais retrouver effectivement un outil qui va me permettre de donner mon prompt à Copilot. Donc, je vais lui indiquer mon brouillon. Donc là, ici, moi, par exemple, je voudrais recruter un consultant de Microsoft 365 et je vais lui demander de me créer la fiche descriptive du poste. Bien entendu, je pourrais être beaucoup plus précis sur mon prompt si je le souhaite, lui indiquer des éléments qui vont être indispensables pour moi sur ce poste. Et donc, il va me créer une fiche de poste complète qui va inclure les responsabilités, les compétences et les qualifications, les certifications qui sont nécessaires, par exemple, les conditions de travail. Voilà. Et effectivement, ça sera adapté, bien entendu, mais ça nous permet de gagner beaucoup de temps sur la rédaction du contenu. Il faut toujours effectivement un contrôle humain derrière, c'est important. Voilà. Globalement, donc là, je suis capable effectivement de générer une description de poste. Je vais ensuite pouvoir utiliser mon outil Copilot. Pardon, c'est pas celui-là. Je vais reprendre ici, ça je vous montrerai juste après. Je vais pouvoir ici comparer, lui demander d'analyser par exemple 5 CV ici, et je vais lui dire, voilà, toujours pareil, je recrute un consultant avant-vente, et je voudrais sélectionner les 2 candidats qui correspondent le mieux. Et donc, il va ressortir effectivement quelles sont les qualifications et les expériences des différents candidats pour effectivement me donner les 2 candidats qui sont susceptibles de correspondre le mieux à mon offre. Voilà, donc je vais retrouver effectivement, alors c'est des CV de consultants de chez nous que j'ai repris ici.
Voilà, donc effectivement, on voit qu'il a des compétences sur les aspects Microsoft et qu'il a également des certifications en lien avec les technologies Microsoft. Effectivement, il me propose également des prompts supplémentaires. Si je veux avoir plus de détails sur l'analyse, j'ai la possibilité, bien entendu, de lui poser des questions supplémentaires pour obtenir des détails supplémentaires. Et puis, je vais être capable, effectivement, dans Outlook, de pré-planifier mon entretien. Alors, je ne pourrais pas vous montrer, moi, la création d'un VirtualBot. Hein, voilà, c'est un projet qui est très, très global, mais en fait, une fonctionnalité qui est très simple dans Outlook, qui permet de pré-planifier et de générer automatiquement le compte-rendu, enfin, le corps de l'invitation. Donc là, en fait, je vais lui dire que je veux planifier l'invitation avec Copilot. Donc là, tu as une simulation qu'on a fait avec Clément qui est ici présent, et donc qui va me composer en fait la totalité de mon invitation. Finalement, en quelques clics, j'obtiens un résumé complet de l'échange. J'obtiens un titre. La seule chose sur laquelle il a besoin de s'améliorer pour l'instant, c'est qu'il n'est pas capable de reprendre la date, et ça a été remonté auprès des équipes de Microsoft, et donc il va effectivement, ça va être corrigé, effectivement, il sera capable de reprendre la date. Donc là, il me propose effectivement un agenda, un contenu, puis je vais effectivement pouvoir insérer. Je viens définir mon heure et j'envoie mon invitation. Finalement, j'ai gagné quand même beaucoup de temps, plutôt que si j'avais dû reprendre et rédiger mon compte rendu. Et puis, une fois que j'ai planifié cet entretien, à l'issue, donc, comme je disais, il va falloir que je rédige un compte rendu, et donc je vais être capable d'automatiser effectivement mon compte rendu. Alors là, c'est un échange qu'on a fait avec Clément, donc un entretien fictif, mais l'objectif était de vous montrer les notes de la réunion qui sont prises. Et ça marche dans le cadre d'un entretien, hein, mais ça marche surtout, hein, globalement. Vous êtes capable de générer des notes complètes et également toutes les tâches de suivi. Voilà, donc moi j'ai évoqué que maintenant il fallait que j'en parle avec les managers, qu'il fallait que en termes d'étapes suivantes, que je revienne vers Clément et que j'organise éventuellement un entretien avec un manager si nécessaire. Voilà. Ce qui est très pertinent, c'est que du coup ici on a un petit bouton qui va nous permettre de copier-coller. On peut tout de suite transmettre le compte-rendu de ce premier entretien aux managers qui vont ensuite pouvoir nous faire un retour sur le candidat. Et puis, une fois que j'ai fait cet entretien, je souhaite retenir mon candidat, et donc je vais, voilà, celui-ci. Je vais pouvoir, cette fois-ci, rédiger ma lettre d'offre. Et donc, je vais retourner cette fois-ci dans Word. Je vais prendre mon prompt ici et je vais venir l'intégrer dans Copilot. Voilà, donc là, je lui explique que je suis chargé de recrutement, j'ai accepté la candidature de Clément au poste de consultant avant-vente Microsoft, et je voudrais lui rédiger une lettre d'offre. J'aurais pu, effectivement, j'ai mis en termes d'avantage, j'aurais un véhicule de fonction, j'aurais pu mettre la rémunération que j'attends, etc. Et je vais lui demander de générer le contenu. Voilà, et donc il vient effectivement, voilà, donc là typiquement, comme je ne vais pas indiquer la rémunération, il a mis entre crochets effectivement le montant brut, enfin le montant en euros payable mensuellement qui sera indiqué finalement. Voilà, donc j'ai une petite phase de complément à ajouter derrière pour effectivement avoir une lettre d'offre, mais j'ai un contenu qui est quand même prêt à être transmis finalement. Et puis, si on revient sur notre dernière étape, j'ai la préparation effectivement d'un livret d'accueil. Et donc ici, je vais partir d'un PowerPoint cette fois-ci, où je vais lui dire cette fois-ci, voilà, je voudrais que tu me prépares un livret d'accueil qui va présenter la société Cohesio Corporate Technology. Pour l'instant, il lui manque une fonctionnalité qui vient d'être annoncée, qui arrive, qui est la possibilité de reprendre la charte graphique de l'organisation. C'est un point important, c'est un point qui me manquait. Et donc là, ça arrive sur la nouvelle vague, sur la nouvelle mise à jour de Copilot. Donc là, il va nous générer un contenu complet qui va inclure effectivement du texte, mais aussi des images
pourquoi pas des vidéos, de présentation de l'organisation, de l'équipe de ressources humaines, de l'équipe avant-vente, etc. Un petit peu plus long dans PowerPoint à générer, parce qu'il y a au-delà du texte à générer. Voilà. Donc là, il a généré. Alors, il m'a généré un bout en anglais. Je pourrais effectivement lui dire de générer la totalité en français, parce que la structure est française uniquement, et donc je veux tout générer en français. Et donc, il m'a généré ici 15 slides qui reprennent effectivement, alors, il n'y a pas tout à fait fini, qui reprennent donc les éléments que je lui ai demandé, donc la présentation de la société, la présentation des équipes RH. J'ai un autre, je peux passer par ce petit utilitaire-là qui va faire le même principe, sauf qu'il va d'abord me construire le plan, me demander de le valider et ensuite générer le contenu de diapositive. Du paramétrage. C'est ça, tout à fait. Voilà, globalement, ce que je voulais vous montrer, c'est assez rapide, mais effectivement, ça vous permet de voir que en quelques minutes, on est capable de rédiger finalement beaucoup de choses. Et concrètement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est un constat qu'on a fait notamment en interne avec nos équipes RH, etc., c'est que finalement, par poste recruté, on économise 3h30. Voilà, ce qui est quand même énorme. Donc là où aujourd'hui... une boîte qui recrute énormément. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, concrètement, hop, j'ai les temps, pardon. Donc, voilà, aujourd'hui, une chargée de recrutement, elle passe en moyenne 5h05, 5h30 à rédiger l'ensemble de ces étapes, y compris le tri et l'analyse des CV. Et ça, c'est une phase qui est difficilement mesurable, puisque tout dépend du nombre de candidatures, finalement. Alors que là, en quelques minutes, on est capable de comparer des dizaines, voire des centaines de candidatures. Sur des éléments purement objectifs. Oui, tout à fait. Et puis, on aura on va pouvoir retrouver le même principe sur la gestion des talents. Je ne vais pas vous refaire la démo parce qu'on va régénérer du contenu, alors qu'il n'est pas tout à fait le même pour le coup. Mais effectivement, on a cette capacité, par exemple, à faciliter la mobilité interne et à gérer des talents. Et donc, on va être capable, pourquoi pas, de préparer une campagne de candidature, d'identifier le meilleur salarié. On revient à notre analyse de tout à l'heure. On va être capable également de produire le plan de transition du collaborateur, de son poste vers son futur poste, et puis de son poste actuel vers son futur poste, et puis pourquoi pas de développer le matériel d'intégration et de collecter ses retours sur l'intégration, et donc de les analyser derrière avec notre outil Copilot. Là, c'est pareil, on a un gain de temps qui est mesuré à peu près à 5 heures. C'est énorme finalement, ce qu'on est capable de gagner en termes de temps voilà, sur ces parcours. Il y a bien d'autres cas d'usage et il y a surtout beaucoup de perspectives futures. Et si on regarde les 3 étapes centrales du processus de recrutement, il y a la cartographie des talents et des compétences. Et donc, il y a effectivement une vaste quantité de données à analyser qui vient de différentes sources. Cette analyse va permettre aux algorithmes de prédire les parcours des candidats les plus prometteurs et d'identifier les compétences cachées ou adjacentes. Ça permet de rendre le recrutement plus flexible et plus centré sur l'individu. Effectivement, tu l'as dit, Philippe, tout à l'heure, on est sur quelque chose de très objectif finalement. Il n'y a pas d'humain, on va être beaucoup plus objectif et puis on va ensuite pouvoir automatiser également les entretiens. Donc c'est ce que je vous disais, on a cette capacité, pourquoi pas, à créer des chatbots innovants. On pourra intégrer sur notre site carrière un chatbot qui va faire ce premier entretien, pourquoi pas, ce premier entretien d'embauche, et donc on aurait une vision très précise, bien plus qu'un CV, de ses compétences, de ses qualifications, de ses expériences également. Donc effectivement, ça ne remplace pas un entretien en face à face, mais ça permet en tout cas d'avoir une première approche sur le candidat. Et puis, on pourrait, pourquoi pas, envisager d'utiliser ces agents virtuels pour demain réaliser une simulation, mettre en simulation le candidat pour tester ses aptitudes sur tel ou tel sujet.
Et puis, on a également cette capacité d'analyser automatiquement des compétences. Donc, on va être capable c'est un élément crucial pour les prochaines années. Encore une fois, ça permet une évaluation objective qui va favoriser l'équité dans le recrutement. L'analyse des CV, elle est courante. Aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure avec Copilot, on sait analyser le CV. Mais ce qui va être important pour l'avenir, c'est d'analyser le comportement finalement de notre candidat, sa voix, ses mots, ses gestes, ses expressions faciales. Ça en dit beaucoup sur la personne finalement. Et puis, l'IA en informatique affective, le traitement du langage, la vision par ordinateur, c'est des éléments qui sont complexes, mais qui promettent une évaluation plus fine et plus juste des candidats. C'est poussé de mettre en œuvre de tels moyens. Je pense qu'au niveau de la data, il y a quand même beaucoup de sujets d'abord. Tout à fait. Il y a beaucoup de. Tout à fait. Tout dépend de l'enjeu, tout dépend de la volumétrie. Une société qui a quelques recrutements par an ou même par semaine va être plus sur le qualitatif, la relation personnelle, parce que chaque personne a un niveau d'importance. Un recrutement qui échoue, ça peut avoir des impacts sur un projet, sur beaucoup de choses. Quand vous êtes sur une volumétrie de recrutement, une boîte de recrutement, un cabinet de chasse, ils sont submergés de CV. Et cette volumétrie et cet élément intangible peut apporter de valeur ajoutée. Après, ce qu'on disait, c'est la première étape, c'est qui je suis, qu'est-ce que je veux faire. Et puis, il y a eu un retour sur ces sujets de Lucie Dutel, qui est chez L'Oréal, effectivement, qui explique que, effectivement, l'important, c'est d'avoir un ATS bien robuste et bien utilisé. L'ATS, c'est le système de gestion des candidatures. Et ça, c'est essentiel, que ça nécessite des expertises significatives, même avec des partenaires spécialisés. C'est des projets qui sont complexes. Il y a effectivement un tas de risques, notamment juridiques, dont parlera Maître Dufour après. Et puis, la notion d'appropriation et de confiance. Il faut que le recruteur comprenne l'outil, qu'il se l'approprie, et puis également qu'il soit en mesure d'apporter des feedbacks pour améliorer la solution, finalement. Il y a effectivement tout un écosystème de start-up, et donc c'est une liste qui est non exhaustive, qui évolue dans le domaine on va dire du recrutement et du talent management augmenté par l'intelligence artificielle ou automatisé. Donc, il y en a un certain nombre ici. Vous en aviez lu quelques-unes, enfin vous avez regardé quelques-unes effectivement. Je vous laisse tout à l'heure. Ok, Oui. pas de problème. Et puis on arrive à la gestion. Parfait. Est-ce que déjà sur cette première... Alors, l'objectif de cette présentation, c'est déjà dans le domaine du RH, s'attacher à deux aspects. Il y en a énormément. On va commencer par le début, c'est-à-dire le recrutement. Et qu'est-ce qui va avec le recrutement? C'est la gestion de carrière, la gestion des talents. Et ce sont deux aspects qui sont intéressants d'un point de vue IA, parce que ça se marie bien avec ces objectifs-là. Qui sont, merci, assez chronophages pour tous les services RH et qui présentent évidemment, d'un point de vue juridique, des questions complexes. Exemple. Mais donc, on est déjà sur recrutement et gestion de talent qui appelleront d'autres, la série de réunions qu'on envisage de faire sur éventuellement du prédictif également. On a, grâce à des solutions disponibles sur le marché, une capacité de prédire des comportements, des signaux faibles qui vont être analysés. Mais si on revient sur le RH, l'IA, quels sont les risques, on a cette première cartographie qui nous semble assez exhaustive des grands risques qu'on va être amené à rencontrer. À commencer par déjà un système d'IA dans le domaine du recrutement. Qu'est-ce que c'est d'un point de vue juridique? C'est un système d'IA considéré à haut risque, selon l'annexe 3 de l'IA Act, petit 4, puisque tout ce qui concerne l'emploi
la gestion des travailleurs et l'accès à l'emploi indépendant est considéré comme une IA à haut risque, et notamment les systèmes d'IA qui ont vocation à être utilisés pour le recrutement ou la sélection de personnes physiques, permettant de publier des offres d'emploi ciblées pour analyser et filtrer des candidatures ou pour évaluer les candidats. Donc à partir du moment où vous avez une solution qui a vocation à faire ça de près ou de loin, vous êtes sur un système d'IA à haut risque, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on a tous en tête, ce sont les biais algorithmiques. Les biais algorithmiques ils peuvent être de nature à perturber un choix. Mais on pourrait très bien répliquer que les humains sont encore plus biaisés. On a finalement peut-être encore plus de biais qu'un algorithme. Mais ça dépend de la façon dont l'IA va être entraînée. C'est la responsabilité en tout cas de l'employeur de s'assurer qu'une IA, si elle est utilisée à des fins notamment de recrutement, n'est pas biaisée. Après, on l'a vu, on voit, enfin, Copilot, c'est un premier point. Copilot qui peut être entraîné, fine-tuné sur vos propres données. C'est un premier niveau qui est plutôt sympathique et qui, bon, on est sur l'IA générative de contenu avec peut-être peu d'enjeux juridiques. Mais si on va un petit peu plus loin, si on commence à s'intéresser à des solutions de bots qui vont être en capacité d'analyser déjà un comportement, mais avant ça, d'aller faire une vérification de CV à partir de l'ensemble des informations qui sont diffusées sur Internet, on commence à être sur du profilage et commence à se poser la question de la gestion du consentement. On est sur de la présélection, on n'est pas encore avec un salarié, on fait un traitement de données, nécessairement un traitement de données personnelles. Est-ce qu'on est sur du consentement ou pas? Ça va dépendre du traitement de données qui va être ciblé. Est-ce qu'on va traiter des données qui sont potentiellement particulières ou sensibles au sens du RGPD, sachant que, puisque vous êtes très avisé sur ces sujets-là, à partir du moment où vos données particulières sont disponibles sur Internet, qu'elles sont divulguées, qu'elles sont publiques, elles ne sont plus protégées par l'article 9. Elles peuvent être traitées librement, mais il y aurait une mention d'information néanmoins à prévoir. Au-delà de ces données particulières qui sont soumises à consentement, on a également en tête l'article 22 du RGPD qui prévoit qu'à partir du moment où une décision est prise de façon automatisée et qu'elle exclut d'un droit, normalement, ce traitement est interdit, sauf exception, 3 exceptions, dont prévues par un cadre légal, par une disposition légale, nécessaire à l'exécution du contrat. Est-ce qu'on serait dans ce cas-là nécessaire à l'exécution du contrat? Je ne pense pas, puisqu'on a d'autres moyens d'arriver à la même finalité. Il nous reste que le consentement. Ce consentement, notion difficile à gérer d'un point de vue RGPD, puisqu'il doit être valide. Pour être valide, il faut qu'il soit libre, mais qu'il soit aussi éclairé, et qu'il soit transparent, et qu'il soit univoque. Donc on a un consentement à gérer. Attention, parce que si le traitement est fait sans consentement, eh bien, il n'a plus de base légale licite, et donc risque de sanction pour l'employeur. Donc là, sur ce petit sujet-là, on a une belle question juridique. Et puis, on a la question du traitement des données. Alors, traitement des données, vous connaissez les grands principes. Le premier principe, c'est un principe de finalité. Je ne traite de la donnée que j'ai collectée que pour une finalité déterminée. Si je commence à traiter les données pour d'autres finalités, je suis sur un risque de détournement de finalité, qui est au passage sanctionné pénalement. Donc attention à qu'est-ce que vous avez collecté, pourquoi est-ce que vous allez en faire derrière. Et puis on a ce principe de transparence et d'explicabilité qui revient, là on a 2 fondements, on a le RIA qui le prévoit, à partir du moment où on est sur une IA générative à usage général, donc à partir du moment où on a de la génération de contenu, on a le RIA qui oblige l'utilisateur à divulguer que le contenu est généré par une IA ou d'expliquer qu'on est face à un bot et pas à un humain. Si on est sur de la pré-embauche et qu'on met en place un agent conversationnel qui peut avoir une forme très humaine et peut avoir une apparence très humaine, il faudra le divulguer. Et ce sera une présélection qui sera faite par une Catherine Sauva peut-être, mais qui sera en fait son avatar, et ça ne sera pas elle. Mais il faudra qu'il y ait notre secrétaire général et qu'il faudra donc présenter comme tel. Et puis, on l'a dit de façon très détaillée tout à l'heure, la gestion de la qualité, qui est très important, et en entrée et en sortie, et puis la sécurité. Mais déjà, rien sur ces éléments-là, on a une somme de risques
dans le domaine en plus des ressources humaines, qui est encore plus important. Quelques petits cas d'usage qu'on a évoqués. La SNCF, c'est déjà équipé d'un bot qui, à des fins de recrutement, échange. Bon, ça se voit que c'est un bot, donc là, il n'y a pas de risque d'absence de transparence, mais il y a un traitement derrière qui n'est pas tout à fait anodin, qui n'est pas innocent, qui va être effectué. Et on peut s'appuyer sur des solutions comme Devi, par exemple, qui fait des solutions de génération d'algorithmes et de bots, d'agents conversationnels, pour accompagner dans ce projet-là. Une autre plateforme intéressante, c'est ICMS. Cette plateforme, elle a vocation à gérer le recrutement de bout en bout. Elle est omnichannel, c'est-à-dire qu'elle va sélectionner des CV, elle va analyser les contenus du CV, voir s'ils sont pertinents et s'ils sont cohérents, pour ensuite confronter à un besoin métier, pour voir une fiche de poste, pour ensuite, une fois que la personne est recrutée, gérer son parcours dans l'entreprise de façon dynamique. Et là aussi, on voit toutes les problématiques de données personnelles qui peuvent exister. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail de ces problématiques-là, on a au niveau déjà de l'intelligence artificielle et du recrutement, quelques petits points d'attention à avoir et qui sont intéressants. Le premier point d'attention, c'est, on a dit, le système d'IA à haut risque. Pourquoi ? Le système d'IA à haut risque, selon le considérant 36 de l'IACT, c'est un système d'IA qui est utilisé dans le recrutement. Les systèmes d'IA utilisés dans le recrutement, la gestion de la main-d'œuvre et l'accès à l'emploi indépendant doivent être classés comme à haut risque. Le règlement prévoit également qu'ils ont un impact significatif sur les perspectives de carrière et les moyens de subsistance des individus. Et donc, ces systèmes peuvent perpétuer des schémas de discrimination historique, tels que ceux liés au genre, à l'âge, au handicap, à l'origine ethnique, à l'orientation sexuelle. De plus, ils peuvent affecter les droits à la protection des données et à la vie privée. Donc, face à un système d'IA à haut risque, les fournisseurs de systèmes d'IA sont tenus de suivre une méthodologie de validation du système et d'analyse de la mise en place de ce système avec un certain nombre de points d'attention, à savoir d'abord une obligation de mettre en place un système de gestion des risques tout au long du cycle de vie du système d'IA à haut risque, une obligation d'assurer une gouvernance de la donnée, en veillant à ce que l'ensemble des données de formation, de validation, de tests soient pertinents, suffisamment représentatifs et dans la mesure du possible exempts d'erreurs et complets conformément à l'objectif visé. Une obligation d'établir une documentation technique pour démontrer la conformité et fournir aux autorités des informations nécessaires à l'évaluation de cette conformité. Une conception du système d'IA au risque pour lequel il y aura un enregistrement automatique des événements pertinents pour l'identification des risques au niveau national et les modifications substantielles tout au long du cycle de système. Une fourniture d'instructions d'utilisation aux utilisateurs en aval pour leur permettre de se conformer à la réglementation. Une conception du système à haut risque pour permettre aux déployeurs de mettre en place une surveillance humaine. Une conception également pour atteindre des niveaux d'appropriée de précision, de robustesse et de cybersécurité. Et enfin, une obligation de mise en place d'une gestion de la qualité pour garantir la conformité de ce système d'IA. Donc, à partir du moment où vous faites le choix d'une solution qui a vocation à organiser le recrutement, vous êtes tenu d'avoir vis-à-vis, soit en interne si vous développez personnellement, ou si vous faites appel à un prestataire extérieur, l'ensemble de ces points de contrôle, dont ce sera aussi votre responsabilité, puisque le RIA a cette particularité de mettre sur la tête de l'utilisateur du système d'IA, c'est-à-dire le co-contractant, les mêmes obligations. Donc ça, c'est un premier point d'attention qui est assez lourd et qui traite de tous les aspects de recrutement. Et ça se comprend, parce qu'avec la puissance de l'ensemble des informations qui peuvent être collectées
sur une personne et la possibilité, par le biais d'un bot, si jamais on fait passer des entretiens d'analyse comportementale et de croisement de données pour s'assurer que ce qui est dit lors de l'entretien est corroboré par des éléments factuels sur des réseaux sociaux ou par une historique ou pourquoi pas par également de l'analyse de sentiments, on arrive à un système qui est assez diabolique où on n'aura plus la possibilité d'enjoliver un peu son CV. Personne ne l'a fait ici, j'en suis sûre, mais il peut arriver à certains de donner quelques informations un peu plus flatteuses qu'une réalité mais donc ces systèmes-là seront voilà, implacables et impossibles à tromper, d'où l'importance derrière, au-delà du fait d'avoir fait le choix de cette solution-là, de gérer l'aspect RGPD. L'aspect RGPD derrière va passer par une obligation de consentement et d'information et de transparence pour expliquer déjà quelles ont été les sources de données qui ont été utilisées de façon à faire ce choix de profil et comment le choix d'un profil a été prescreené par éventuellement un bot. Expliquer qu'il y a un bot qui fera un pré-entretien qui aboutira à une décision automatisée car le bot décidera au regard des critères qui auront été choisis pour son entraînement d'avoir ce profil ou de ne pas l'avoir. Et donc, qui dit décision automatisée dit droit déjà pour la personne de contester cette décision automatisée, car personne ne peut faire l'objet d'une décision automatisée sans y avoir consenti, mais également sans avoir la possibilité de demander à ce qu'un humain refasse tout le travail. Donc si ce droit devait être exercé, il faut que l'ensemble des CV, l'ensemble des entretiens qui ont été passés par ce bot soient refaits par un humain de façon à aboutir au même résultat et à la même solution. Donc la partie RGPD sur cette partie-là, enfin le point RGPD sur cette partie-là est très contraignant et il faut l'intégrer dans son système, avec une obligation d'information et de transparence également, qui est rappelée par le RGPD et par le RIA, donc une notice d'information sur comment est-ce que ce système traite la donnée et comment est-ce qu'un résultat va être contrôlé également par un humain derrière. Quant au biais algorithmique, là aussi, c'est une obligation première de l'employeur de ne pas mettre en place un système qui pourrait avoir pour effet d'avoir un biais de conception ou un biais de traitement ou un biais d'interaction. Un biais de conception, ça sera la qualité de la donnée qui va déterminer que le résultat n'est pas biaisé. D'où l'importance du choix de la donnée et de l'explicabilité de cette donnée. Sur le traitement, même avec des données initiales équilibrées, un algorithme peut accorder plus de poids de lui-même. Il dit, ben non, finalement, moi je veux que des blonds. Comme type de blond, que cet algorithme aurait cet avis-là, mais il pourrait décider que le poids donné à ce critère est plus important que d'autres parce que en observant qui reste dans l'équipe ou qui est embauché ou qui traite mieux ces sujets-là plus efficaces, eh bien c'est tel critère. Il ferait une erreur évidemment, mais ça peut être un biais de traitement. Et puis il peut y avoir un biais d'interaction. C'est-à-dire que dans les systèmes qui sont apprenants et qui évoluent, les interactions futures peuvent avoir un impact sur les choix qui sont faits et donc introduire des biais supplémentaires là où ils n'existaient pas initialement. Donc l'ensemble de ces biais, ils doivent être identifiés, vérifiés, monitorés, d'où ce que disait Philippe plus en amont, l'importance d'avoir des collèges qui vérifient les résultats. Mais également, au moment d'un choix, peut-être une vérification double aveugle, c'est-à-dire de par picking, comme on fait dans le domaine de la recherche, avoir un bot ou une IA qui fait une analyse et en parallèle, un humain qui ferait la même, et on verrait à la fin si le résultat serait équivalent ou pas. Mais ça permet aussi de démontrer que la solution n'est pas biaisée. L'humain ferait le même choix. Et puis pour terminer, l'autre point sur lequel il faut être attentif, ce sont les IA, les SIA particuliers, les IA génératives, pour lesquels le candidat doit avoir un niveau d'information qui est supérieur
avec une transparence quant au type de solution qui est utilisée. Alors, les techniques pour réduire et juguler ces risques-là, bon, on a quoi? On a déjà en termes de stratégie, de mettre en place des audits et des tests. D'accord, il faut déjà faire le choix d'une solution qui est éprouvée, de vérifier dans le contrat si on y arrive, si des garanties sont offertes sur ces aspects-là, de voir si la solution a été entraînée, comment elle a été entraînée, et comment aussi on fait pour la corriger au fil du temps. Donc la partie contractuelle, c'est là où les juristes ont vraiment une part entière à jouer et fondamentale dès le début du projet pour s'assurer que les solutions qui sont implémentées ou intégrées dans une entreprise sont juridiquement fiables. Et c'est très important. Et c'est pas si évident. Ensuite, de superviser les décisions, ce qu'on a dit, par de l'humain, de façon à avoir des décisions hybrides. Et évidemment, d'essayer d'entraîner le système sur des données aussi diversifiées que possible. D'où l'intérêt de travailler sur ses propres données, mais pas que, et d'avoir aussi d'autres données. Plus on a des données riches et diverses, moins on a de risque d'avoir des résultats biaisés, puisque ça vient d'autres systèmes extérieurs. Donc, en mettant en place déjà ces précautions-là, on a moins de risques d'avoir une décision, en tout cas un résultat qui serait biaisé. Pour l'utilisation des bots, les systèmes qui utilisent donc des bots, qui interagissent avec des humains, doivent nécessairement être transparents. Il y a une obligation de transparence qui doit être respectée. Le RIA prévoit, attention, une gestion des risques systémiques pour les modèles d'IA qui dépassent une puissance de calcul de 10 puissance 25 flops. Rappelez-moi ce que c'est qu'un flop, Philippe, j'ai oublié. C'est la capacité de calcul. Donc 10 puissance 25 flops, donc capacité de calcul, c'est considéré comme présentant un risque systémique. Donc ça, il faudra le vérifier dans son contrat, par exemple. Marquer et étiqueter les contenus générés par IA, de façon à ce que l'utilisateur sache que la fiche d'embauche qui a été créée tout à l'heure par Florian a été générée par une IA. Et puis mettre en place éventuellement des codes de bonnes pratiques. En tout cas, c'est ce que prévoit le règlement IA, pas éventuellement, mais mettre en place des codes de bonnes pratiques de manière à ce qu'on ait une éthique responsable, tout en protégeant les droits des utilisateurs et en garantissant une transparence des systèmes d'IA. Donc, si on reprend nos systèmes d'avant qu'on a vus, à savoir Davi, qui est un générateur de petits bots, on va avoir comme risque un risque de protection de RGPD, puisqu'il y a un traitement de données sensibles qui va être possible si jamais le bot est entraîné pour identifier des signaux faibles, soit de mensonges, soit de caractères spécifiques, considérés comme des données particulières ou sensibles. Si jamais le bot devait prendre ça en compte, on aurait un traitement de données sensibles soumis à consentement. Et qu'il faudrait corriger pour éviter d'être taxé de déployer des bots qui se discriminent et qui sont partiaux, avec en mémoire donc cette responsabilité d'entreprise, évidemment, quant à l'utilisation des outils à des fins de recrutement. À mon sens, un consentement qui serait nécessaire d'obtenir de façon à faire ce traitement à des fins de pré-recrutement. Pour la solution ICMS, on a d'autres risques également. Là, je pense plus à la partie gestion des talents dans le temps. Ce qui est intéressant de voir, et peut-être que c'est un petit peu en avance de phase, les copilotes à horizon dans pas très longtemps, la prochaine vague, va être en capacité également de traiter l'ensemble des données Microsoft du système. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que derrière, ce sont les emails qui vont être analysés. Qu'est-ce qui va être analysé dans ces emails? Les sentiments qui sont exprimés du collaborateur. Déjà, la charge de travail. La charge de travail va pouvoir être analysée.
C'est-à-dire s'il y a un collaborateur a beaucoup d'emails qui sont en attente, avec des emails du type j'attends toujours ou j'aimerais bien avoir ou que se passe-t-il, tout va bien, ce sont autant de signaux vis-à-vis du manager que ce collaborateur, en tout cas un signal faible que ça ne va pas. Soit il a trop de travail, soit il n'est pas heureux dans son poste, soit il n'en a plus rien à faire, il est en partance, soit un peu des trois, voilà. Mais ça donne déjà une analyse de qu'est-ce qui se passe au niveau de ce collaborateur. En couplant ça avec son agenda. Tiens, c'est marrant, il a des rendez-vous tous les mercredis avec... on ne connaît pas le détail du rendez-vous, évidemment, mais il y a une récurrence dans les rendez-vous avec une analyse qui en est faite. Alors, il est peut-être amoureux, alors, en fait, et il retrouve la même personne tous les mercredis à tel endroit. Ou autre chose, où il a un rendez-vous médical, où il est peut-être malade. On ne sait pas le contenu de cette analyse. Mais couplé, déjà, on couple les emails, l'agenda, on commence à avoir une donnée un peu plus fine. Et puis, on va coupler ça en plus avec les appels téléphoniques. Ben oui, parce que c'est géré aussi par le système informatique. Donc, en voyant qu'il y a des numéros récurrents, pareils, qui apparaissent, ou au contraire des numéros nouveaux. Donc, en compilant tout ça, on a un profilage d'une personne en interne qui a une tendance, on ne connaît pas laquelle encore. On ne sait pas si elle est surchargée, si ça ne va pas, malade, amoureuse, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça donne beaucoup d'informations. Et là, d'un point de vue RGPD, c'est compliqué parce qu'on va traiter de la donnée, là on n'est plus sur une question de recrutement, une question de gestion des talents. Donc de voir alors, les hauts potentiels, mais aussi les profils qui ne sont pas les plus performants. Donc sur cette gestion des talents, grâce à des solutions d'IA qui sont intégrées, on va déjà avoir un premier point qui va être compliqué à gérer, ça va être la licéité du traitement. Comment on la gère vis-à-vis du collaborateur. En ayant en tête qu'on a un principe de finalité déjà et un principe de minimisation des données. Donc, pour pouvoir traiter ces données pour cette finalité, il faudra que j'ai informé le collaborateur. Le collaborateur, comme toute personne concernée, a un droit non pas à l'information, mais à la compréhension. Il comprenne bien tout ce que je vais faire avec toutes ces données. Que tous les chats qu'il va faire avec ses copains sur son Teams, ça fera aussi l'objet d'une analyse. Et que tous ces signaux vont donner de l'information au manager, soit pour, ça peut être très bienveillant, en fait, ce profil, et puis je vais voir aussi d'un point de vue psychologique, il n'est pas du tout fait pour être à la compta. C'est un créatif, c'est un inventif, il faut le mettre au marketing. Et par de l'accompagnement interne et en mettant en place un système de génération de contenu de par la source de toutes les données, des dossiers qu'il a traités, des interactions avec quelle équipe il se sent bien, qu'est-ce qu'il fait, comme toutes ces tendances, ça va permettre de mieux accompagner cette gestion de talent. Mais ça va aussi permettre, évidemment, d'identifier des cas plus complexes mais qui méritent aussi d'être adressés par un manager. Un manager ne voit pas tout, il ne voit pas que son équipe, ça ne va pas. Il ne le sait pas forcément. Quand il a 10 personnes à gérer, il ne peut pas voir que telle personne est soit en surcharge, soit isolée, soit pas sur sa matière, soit en difficulté. Grâce à des outils paramétrés pour ça, en faisant la compile de ces informations, on y arrivera plus facilement. Mais on tombe sur la première difficulté qui est le RGPD, le principe de licéité, de finalité et de minimisation des données. Donc ça va être le premier point d'attention, d'où l'importance également en termes de stratégie, de savoir ce qu'on va en faire de ça. Parce que ce qu'on voudra en faire va déterminer derrière déjà une vérification, une mise en place juridique, et ensuite une implémentation technique. Et puis on retourne dans la question de la gestion des talents, sur les mêmes questions, à savoir des biais algorithmiques. Ah, j'ai pensé que c'était finalement un grand talent artistique, pas du tout. Je suis complètement trompée, c'est pas du tout sa place. Donc je vais positionner où il était mal dans son équipe, ça n'avait rien à voir avec son manager qui est formidable, et c'est juste qu'il avait un gros problème personnel. Je ne l'ai pas bien analysé et j'ai pris une décision qui n'est pas adaptée. Cette décision qui devra de toute façon être soumise à consentement si elle est imposée évidemment aux collaborateurs. Et avec une obligation d'explicabilité. Et surtout, l'autre point qui est diabolique, qu'il ne faut pas oublier, c'est le CSE. Parce qu'on introduirait une solution au sein de l'entreprise qui a vocation à surveiller, même si elle ne le fait pas, mais qui a la possibilité de surveiller les équipes,
eh bien, elle est forcément soumise à un faux consulte du CSE de façon à valider la solution en interne. Petit focus sur, parce que vous vous posez tous la question, je le vois très bien, oui, ce principe de finalité, je le comprends, mais comment je fais pour m'assurer qu'un traitement qui est fait à un moment T est compatible avec un traitement futur? Quel est le test de compatibilité? Eh bien, la CJE nous donne la réponse en octobre 2022 et prend ces 5 critères qui sont intéressants en termes de réexploitation de la donnée qui a été collectée, mais aussi d'entraînement d'un système d'IA. C'est aussi pour ça qu'on peut se poser la question de dire je collecte cette masse de données sur mes salariés, mais ce n'est pas que pour eux, c'est aussi pour entraîner mon IA de façon à mieux accompagner mes futurs salariés, ou peut-être les vendre la solution, enfin en tout cas mon process, à quelqu'un à l'extérieur. Le test doit tenir compte, nous dit la CGE, du lien entre les finalités de collecte et les finalités de traitement ultérieur. Est-ce que raisonnablement, la personne pouvait imaginer qu'en appelant sa maman tous les jours à midi, ce traitement serait fait de façon à faire une analyse de sa personnalité? Pas évident. Du contexte de la collecte, en particulier en ce qui concerne les relations entre la personne concernée et le responsable de traitement. Est-ce que moi, salarié, je peux m'attendre? Est-ce que Coesio, qui est la société qui m'accompagne dans l'implémentation de la solution IA, va réutiliser mes données de salariés à des fins d'entraînement de sa solution pour d'autres clients? Pas évident. De la nature et de la sensibilité des données. Si mes données sont très sensibles, la personne concernée aura plutôt tendance à penser qu'elles ne seront pas réexploitées pour d'autres finalités. Des conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour la personne concernée. Si ce traitement est fait de façon à pouvoir mieux identifier un biais chez un collaborateur, une difficulté ou quelque chose, là aussi, il faudra certainement repasser par un consentement et par, en tout cas, une mention d'information et certainement un consentement. Sinon, le traitement serait illicite. Et de l'exercice de garantie appropriée qui peuvent notamment comprendre le chiffrement et la pseudonymisation. Donc, vous voyez cette coupe de finalité première et ultérieure, on a un système de courbes plus ou moins avec une courbe montante en fonction des risques et des attentes de l'utilisateur, des utilisateurs et de ce qui peut être fait des données à des fins de réexploitation pour d'autres finalités. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur ces questions d'utilisation de systèmes d'IA dans le domaine RH avec cette première brique, recrutement et accompagnement des talents. Il y en a d'autres, on a dit. Le prochain épisode sera autour de la question de justement de la prévision, de tout ce qui est utilisation d'outils de prévision afin d'identifier les grandes tendances en matière RH pour aider à produire des rapports type BDES, mais pas que. C'est toute cette partie prédictive qui est très intéressante également et qui est un petit peu plus fine, qui est encore un peu plus en profondeur. Et maintenant, la parole est à vous et on est preneux et heureuse de toutes vos questions et interrogations sur ce sujet qui est mappé évidemment dans les grandes lignes, mais qui résume, je pense, sur ces aspects-là, au moins les solutions, ce qu'on peut faire, les acteurs du marché et comment arriver à mettre en place un projet de façon séquencée et de façon sécurisée, et les points d'attention juridique qu'il ne faut pas oublier.